Bienvenue sur Classique en lecture. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Chapitre 5. À partir de 8 heures du soir, la lumière devint insuffisante. Les haut-parleurs dans la cour du bâtiment principal du club de Stockport se mirent d'une voix de ténor qui avait quelque chose de plus qu'humain à annoncer la fermeture des terrains de golf. Lénina et Henri abandonnèrent leur partie et retournèrent vers le club. Des prairies du trost des sécrétions internes et externes arrivaient des meuglements de ces milliers de bestiaux qui fournissaient, par leurs hormones et leur lait, les matières premières destinées à la grande usine de Farnham Royal. Un bourdonnement incessant d'hélicoptères emplissait le crépuscule. À intervalles réguliers de 2 minutes et demie, une sonnerie et des sifflements déchirants annonçaient le départ de l'un des trains légers sur monorail qui ramenaient de leur terrain, séparés à la capitale, les joueurs de golf des castes inférieures. Lénina et Henri se hissèrent dans leur appareil et démarrèrent. À 250 mètres, Henri ralentit les hélices d'hélicoptère, et ils restèrent suspendus 1 minute ou 2 au-dessus du paysage qui s'estompait. La forêt de Burnham Beeches s'étendait, tel un vaste étang d'obscurité, vers le bord brillant du ciel occidental. Cramoisi à l'horizon, ce qui restait de lumière du soleil couchant se dégradait vers le haut, passant de l'orangé au jaune et à un pâle vert d'eau. Au nord, au-delà et au-dessus des arbres, l'usine à sécrétions internes et externes dardait un éclat électrique et cru par chacune des fenêtres de ses 20 étages. Au-dessous d'eux s'étendaient les constructions du club de golf, les énormes casernes des castes inférieures, et de l'autre côté d'un mur de séparation, les maisons plus petites, réservées aux sociétaires alpha et bêta. Les voies d'accès à la station du monorail étaient noires du grouillement des castes inférieures, pareil à celui de fourmis. Dessous la voûte de terre, un train éclairé bondit dans l'espace libre. Suivant sa route, vers le sud-ouest, par la plaine sombre, leurs yeux furent attirés par les bâtiments majestueux du crématorium de Sloot. Afin d'assurer la sécurité des avions en vol de nuit, ces 4 hautes cheminées étaient éclairées par des projecteurs et surmontées de signaux de danger rouge. C'était un point de repère. Pourquoi ces tours à fumée ont-elles autour d'elles ces choses qui ressemblent à des balcons ? Demanda Lénina. Récupération du phosphore, expliqua Henri, en style télégraphique. Pendant leur trajet vers le haut de la cheminée, les gaz subissent 4 traitements distincts. Autrefois, le PDO5 sortait complètement de la circulation chaque fois qu'on effectuait une crémation. À présent, on en récupère plus de 90%, plus d'1,5 kg par corps d'adulte, ce qui représente pour l'Angleterre seule quelque chose comme 400 tonnes de phosphore par an. Henri parlait, plein d'un orgueil heureux, se réjouissant de tout cœur de ces résultats, comme si c'était à lui qu'il était dû. C'est une belle chose de penser que nous pouvons continuer à être utiles socialement, même après la mort. Pour faire pousser les plantes. Lénina, cependant, avait détourné les yeux et observé verticalement vers le bas la station du monorail. « C'est une belle chose, acquiesça-t-elle, mais il est bizarre que les alphas et les bêtas ne fassent pas pousser plus de plantes que ces sales petits gammas, ces deltas et ces epsilon qui sont là-dessous. » Tous les hommes sont physico-chimiquement égaux, dit Henri d'un ton sentencieux. D'ailleurs, les epsilon eux-mêmes s'acquittent de fonctions indispensables. Même un epsilon. Lénina se souvint tout à coup du moment où, petite fille, à l'école, elle s'était réveillée au milieu de la nuit et s'était rendue compte, pour la première fois, de ce qu'était le chuchotement qui hantait toutes ses heures de sommeil. Elle revit le rayon de lune, la rangée de petits lits blancs. Elle entendit de nouveau la voix douce, qui disait « Les mots étaient là, inoubliés, inoubliables, au bout de tant de répétitions de toute une nuit. Chacun travaille pour les autres. Nous ne pouvons nous passer de personne. Même les epsilon sont utiles. Nous ne pourrions pas nous passer des epsilon. Chacun travaille pour tous les autres. Nous ne pouvons nous passer de personne. » Lénina se rappela son premier sursaut de peur et de surprise. Les spéculations de son esprit au cours d'une demi-heure de veille,
Et puis, sous l'influence des répétitions sans fin, sa tête se calmant peu à peu, l'approche sédative, lissante, glissante à pas feutrés, du sommeil. Je suppose qu'au fond, cela ne leur fait rien, aux epsilon, d'être des epsilon, dit-elle à haute voix. Bien entendu que cela ne leur fait rien. Comment cela pourrait-il leur faire quelque chose? Ils ne se représentent pas ce que c'est d'être autre chose. Nous en souffririons, naturellement. Mais aussi, nous avons été conditionnés autrement. D'ailleurs, nous débutons avec une hérédité différente. Je suis contente de ne pas être une epsilon, dit Lénina avec conviction. Et si vous étiez une epsilon, dit Henri, votre conditionnement vous aurait rendu non moins contente de n'être pas une bêta ou une alpha. Il embraya son hélice de marche et dirigea l'appareil sur Londres. Derrière eux, à l'ouest, le carmin et l'oranger s'étaient presque évanouis. Un blanc sombre de nuages s'était faufilé au zénith. Volant au-dessus du crématorium, l'avion bondit verticalement sur la colonne d'air chaud qui montait des cheminées, mais pour retomber aussi soudainement lorsqu'il arriva dans le courant froid et descendant qui y faisait suite. Quelle merveilleuse montagne russe! Lénina eut un rire de ravissement, mais le ton de la réponse de Henri fut pour un instant mélancolique. « Savez-vous ce que c'était que cette montagne russe ?» dit-il. C'était la disparition finale et définitive de quelque être humain, la montée dans un jet de gaz chaud. Il serait curieux de savoir qui c'était, un homme ou une femme, un alpha ou un epsilon. Il soupira, puis d'un ton résolument joyeux. « En tout cas, dit-il pour conclure, il y a une chose dont nous pouvons être certains. Quel qu'il ait pu être, il fut heureux pendant qu'il était en vie. Tout le monde est heureux à présent. » « Oui, tout le monde est heureux à présent, » fit Lénina en écho. Ils avaient entendu ces mots répétés 150 fois toutes les nuits pendant 12 ans. Atterrissant sur le toit de la maison de 40 étages à appartements qu'habitait Henri à Westminster, ils descendirent directement à la salle à manger. Là, en compagnie de gens bruyants et joyeux, ils mangèrent un excellent repas. On servit du soma avec le café. Lénina en prit 2 comprimés d'1 demi-gramme et Henri 3. À 9h20, ils traversèrent la rue pour aller au cabaret, nouvellement ouvert de l'abbaye de Westminster. Il faisait une nuit presque sans nuages, sans lune, et étoilée, mais Lénina et Henri n'eussent heureusement pas conscience de ce fait à tout prendre déprimant. Les enseignes lumineuses en plein ciel effaçaient victorieusement l'obscurité extérieure. Calvin Stops et ses 16 saxophonistes. De la façade de la nouvelle abbaye, les lettres géantes dardaient leur éclat alléchant. Le meilleur orgue à parfum et à couleur de Londres. Toute la musique synthétique la plus récente. Ils entrèrent. L'air semblait chaud et presque étouffant tant il était chargé du parfum d'ambre gris et de santal. Sur le plafond en coupole de la salle, l'orgue à couleur avait momentanément peint un coucher de soleil tropical. Les 16 saxophonistes jouaient un refrain populaire. « Il n'est de flacon, au monde profond, pareil à toi, petit flacon que j'aime. » 400 couples dansaient un five-step tout autour du parquet ciré. Lénina et Henri furent bientôt le 41e. Les saxophones gémirent, tels des chats mélodieux sous la lune, gémirent dans les registres alto et ténors, comme s'ils étaient en train de subir la petite mort. Grossis d'une richesse prodigieuse, d'harmonique, leur cœur, chevrotant, montait vers un sommet plus sonore, toujours plus sonore, jusqu'à ce qu'enfin, d'un geste de la main, le chef d'orchestre déchaîna, à la note finale au fracas retentissant de musique des ondes, et balaya hors de toute existence les 16 souffleurs simplement humains. Tonnerre en la bémol majeur. Et alors, dans un quasi-silence, dans une quasi-obscurité, s'ensuivit une desturgence graduelle, un diminuendo descendant en glissant par degrés, par quart de ton, jusqu'à un accord de dominante faiblement murmuré, qui s'attardit encore, tandis que les rythmes à 5/4 continuaient à faire leur battement dans la basse, chargeant les secondes obscurcies d'une attente intense. Et enfin, l'attente fut exaucée. Il y eut soudain un lever de soleil explosif, et simultanément
Les 16 entonnèrent la chanson. Flacon que j'aime, c'est toi que j'ai vanté. Flacon que j'aime, que m'a-t-on décanté? Le ciel est pur dedans ton mur. Le temps et la douceur même. Ah, il n'est de flacon au monde profana, pareil à toi, petit flacon que j'aime. Évoluant en five-step, avec les 400 autres autour de l'abbaye de Westminster, Lénina et Henri dansèrent cependant dans un autre monde, le monde plein de chaleur, de couleurs vives, le monde infiniment bienveillant du congé par le soma. Comme tout le monde était bon et beau et délicieusement amusant. Flacon que j'aime, c'est toi que j'ai vanté. Mais Lénina et Henri possédaient ce qu'ils vantaient. Ils étaient à l'intérieur, en ce lieu et à ce moment même, en sécurité à l'intérieur, avec le beau temps, le ciel perpétuellement bleu. Et quand, épuisés, les 16 eurent reposé leur saxophone, et que l'appareil à musique synthétique se fut mis à produire ce qu'il y avait de plus récent, comme blues métulsien lent, ils étaient redevenus des embryons jumeaux, bercés doucement, tous les deux, sur les vagues d'un océan de pseudo-sang en flacon. Bonne nuit, chers amis. Bonne nuit, chers amis. Les haut-parleurs voilèrent leur commandement sous une politesse bon enfant et musicale. Bonne nuit, chers amis. Obéissant, avec tous les autres, Lénina et Henri quittèrent l'établissement. Les déprimantes étoiles avaient parcouru un bout de trajet par les cieux. Mais bien que l'écran des enseignes en plein air, qui les séparait de leurs regards, se fût à présent considérablement atténué, les deux jeunes gens demeurèrent plongés dans leur bonheur, insensibles à la nuit. Cette seconde dose de soma avalée, une demi-heure avant la fermeture, avait élevé un mur tout à fait impénétrable entre l'univers réel et leur esprit. C'est en flacon qu'ils traversèrent la rue. En flacon qu'ils prirent l'ascenseur pour monter à la chambre de Henri, au 28e étage. Et cependant, tout enfermée en flacon qu'elle fut, et en dépit de ce second gramme de soma, Lénina n'oublia pas de prendre toutes les précautions anticonceptuelles prescrites par les règlements. Des années d'hypnopédie intensive et de 12 à 17 ans, les exercices des Malthusiens, 3 fois par semaine, avaient rendu la pratique de ces précautions presque aussi automatique que le clignement des paupières. « Oh, ça me rappelle !» dit-elle en ressortant de la salle de bain. « Fanny Crone voudrait savoir où vous avez trouvé cette cartouchière délicieuse en pseudo-maroquin vert dont vous m'aviez fait cadeau. » Un jeudi sur deux, c'était pour Bernard le jour des offices de solidarité. Après un dîner pris de bonne heure à l'Aphroditeum, dont Helmops avait été récemment élu sociétaire par application de l'article 2 du règlement, il prit congé de son ami et, allant un taxi sur le toit, prescrivit au conducteur de voler à la chanterie en commun de Fordson. L'appareil s'éleva de quelques 200 mètres, puis piqua vers l'est, et tandis qu'il effectuait son virage, voilà qu'apparut devant les yeux de Bernard, gigantesquement belle, la chanterie. Éclairée par des projecteurs, 320 mètres de pseudo-marbre blanc de Carrare brillaient d'une incandescence neigeuse au-dessus de Ludgate Hill. À chacun des 4 angles de sa plateforme à hélicoptère, un T immense luisait, écarlate, sur le ciel nocturne, et par le pavillon de 24 énormes trompettes d'or ronflait une solennelle musique synthétique. « Zut, je suis en retard !» se dit Bernard dès qu'il aperçut Big Henry, l'horloge de la chanterie. Et en effet, comme il réglait son taxi, Big Henry sonna l'heure juste. Tonitruait une formidable voix de basse sortant de toutes les trompettes d'or. 9 fois. Bernard courut à l'ascenseur. La grande salle d'audition pour les cérémonies du jour de Ford et les autres champs généraux en commun se trouvait au rez-de-chaussée de l'édifice. Au-dessus, à raison de 100 par étage, étaient les 7000 pièces qui servaient au groupe de solidarité pour y tenir leurs offices de quinzaine. Bernard descendit au 33e étage, enfila précipitamment le couloir, resta hésitant un instant devant la chambre 3210, puis, sa résolution prise, ouvrit la porte et entra. « Fort soit loué !»
il n'était pas le dernier. Des 12 chaises disposées autour de la table circulaire, il y en avait encore 3 d'inoccupées. Il se glissa sur la plus proche d'entre elles, en tâchant de se faire remarquer aussi peu que possible, et se disposa à accueillir d'un froncement de sourcils les arrivants encore plus tardifs lorsqu'ils se présenteraient. Se tournant vers lui, « À quoi avez-vous joué cet après-midi » demanda la jeune fille qui était à sa gauche. « Au golf obstacle ou à l'électromagnétique » Bernard la regarda. Ford, c'était Morgan Rothschild, et il dut avouer, en rougissant, qu'il n'avait pratiqué aucun de ces jeux. Morgana le dévisagea avec étonnement. Il y eut un silence gêné. Puis, avec intention, elle se détourna de lui et s'adressa à l'homme le plus sportif qu'elle avait à sa gauche. « Joli début pour un office de solidarité », songea piteusement Bernard. Et il eut le pressentiment qu'il échouerait encore une fois dans son effort pour réaliser la communion de pensée. Si seulement il avait pris le temps de regarder autour de lui, au lieu de se précipiter sur sa chaise la plus proche, il aurait pu s'asseoir entre Fifi Bradlow et Johanna Diesel. Au lieu de quoi, il était allé se planter à l'aveuglette, à côté de Morgana. Morgana. Ford. Ses sourcils noirs, ce sourcil plutôt, car il se rejoignait au-dessus du nez. Ford. Et à sa droite, il y avait Clara Detterding. Sans doute les sourcils de Clara ne se rejoignaient pas, mais elle était véritablement par trop pneumatique. Tandis que Fifi et Johanna étaient exactement comme il convenait. Potelée, blonde, pas trop grande. Et c'était ce gros lourdeau de Tom Kawaguchi qui prenait à présent le siège libre entre elles. Le dernier arrivant fut Sarojini Angels. « Vous êtes en retard, » dit avec sévérité le président du groupe. « Que cela ne se reproduise pas. » Sarojini s'excusa et se coula à sa place entre Jim Bokanovski et Herbert Bakounine. Le groupe était à présent au complet. Le cercle de solidarité était parfait et sans défaut. Un homme, une femme, un homme, en un anneau d'alternance sans fin, tout autour de la table. Ils étaient là, 12, prêts à être réunis en un, attendant de se rapprocher, de se fondre, de perdre en un être plus grand leurs 12 identités distinctes. Le président se leva, fit le signe de T, et mettant en marche la musique synthétique, déchaîna un battement de tambour doux et infatigable et un chœur d'instruments, parabois et supercordes, qui répétèrent avec agitation, maintes et maintes fois, la mélodie brève et obsédante du premier cantique de solidarité. Encore, encore, et ce n'était pas l'oreille qui percevait le rythme martelé, c'était le diaphragme. Le gémissement et le retentissement de ces harmonies répétées obsédaient non pas l'esprit, mais les entrailles, et créaient un ardent désir de compassion. Le président fit un nouveau signe de T et s'assit. L'office était commencé. Des comprimés de soma consacrés furent placés au centre de la table du repas. La coupe de l'amitié, remplie de soma à la glace aux fraises, fut passée de main en main, et avec la formule « Je bois à mon anéantissement » fut portée 12 fois aux lèvres. Puis à l'accompagnement de l'orchestre synthétique, on chanta le premier cantique de solidarité. « Nous sommes 12, ô Ford, que ta main nous ressemble. Qu'aux morues sociales, gouttelettes tombant, ah, faites-nous courir tous ensemble, plus vifs que ton taco ardent. » 12 strophes d'ardeur délirante, puis la coupe de l'amitié fut passée de nouveau de main en main. « Je bois au plus grand être. » Telle était à présent la formule. Tous burent. Infatigablement, la musique continuait à se faire entendre. Les tambours battaient. Les sons pleureurs étonnants des harmonies restaient à l'état d'obsession dans les entrailles émues. On chanta le second cantique de solidarité. « Viens, grand être, ô l'ami social et certain, toi l'anéantisseur de 12 en un, génie, nous voulons mourir car la fin, c'est l'aube de plus grande vie. » De nouveau 12 strophes. Quand ils en furent là, le soma avait commencé à agir. Les yeux étaient brillants, les joues étaient rouges, la lumière intérieure du bon vouloir universel débordait sur chaque visage, en sourires heureux et amicaux.
Bernard lui-même se sentit un peu attendri. Quand Morgana Rothschild se tourna vers lui avec un sourire rayonnant, il fit de son mieux pour le lui rendre. Mais le sourcil, ce noir 2 en 1, hélas, il était toujours là, lui. Bernard ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir. Il ne le pouvait pas, quelque effort qu'il fît. L'attendrissement n'avait pas pénétré assez loin. Peut-être s'il était assis entre Fifi et Johanna. Pour la 3e fois, la coupe de l'amitié circula. « Je bois à l'imminence de sa venue », dit Morgana Rothschild, dont c'était justement le tour de commencer le rite circulaire. Elle but et passa la coupe à Bernard. « Je bois à l'imminence de sa venue », répéta-t-il avec un effort sincère, pour sentir que la venue était imminente. Mais ce sourcil continua à l'obséder, et la venue, quant à lui, était horriblement lointaine. Il but et tendit la coupe à Clara d'Etterling. « Ce sera encore raté, se dit-il, je le sais. » Mais il continua à faire de son mieux pour avoir le sourire rayonnant. La coupe de l'amitié avait accompli son circuit. Levant la main, le président fit un signal. Le chœur entonna le 3e cantique de solidarité. « Sentez venir à vous le grand être des jours. Réjouissez-vous-en et mourez dans cette foi. Fondez aux accents des tambours, car je suis vous, vous êtes moi. » À mesure qu'une strophe succédait à l'autre, les voix vibraient d'une surexcitation sans cesse plus intense. Le sentiment de l'imminence de la venue était comme une tension électrique dans l'air. Le président arrêta la musique d'une torsion de l'interrupteur, et sur la dernière note de la dernière strophe, il y eut un silence absolu, un silence de l'attente tendue, frémissant et pantelant d'une vie galvanique. Le président allongea la main, et soudain une voix forte et profonde, plus musicale que n'importe quelle voix simplement humaine, plus pleine, plus chaude, plus vibrante d'amour, de désir anxieux et de compassion. Une voix merveilleuse, mystérieuse, surnaturelle, leur parla d'au-dessus de leur tête. Très lentement. « Oh, Ford, Ford, Ford !» disait-elle en s'atténuant et en descendant de ton. Une sensation de douce chaleur rayonnait par tout le corps de ceux qui écoutaient, du plexus solaire à chacune de leurs extrémités. Les larmes leur montaient aux yeux. Il semblait que leur cœur, leurs entrailles, furent en mouvement au creux de leur corps, comme s'ils étaient animés d'une vie indépendante. Ford, ils se fondaient. Ford, ils étaient fondus. Puis d'un autre ton, soudain, les faisant sursauter. « Écoutez !» tornitrua la voix. « Écoutez !» Ils écoutèrent. Après une pause, décrue jusqu'à n'être qu'un murmure, mais un murmure inexplicable, plus pénétrant que le cri plus sonore. « Les pieds du grand être !» dit-elle, et elle répéta ces paroles. « Les pieds du grand être !» Le murmure se fit presque expirant. « Les pieds du grand être sont dans l'escalier. » Et de nouveau il y eut un silence. Et l'attente, qui s'était momentanément relâchée, se tendit de nouveau, semblable à une corde qu'on tire, plus raide encore, presque au point de se rompre. Les pieds du grand être, ah, il les entendait, descendant doucement les marches, se rapprochant de plus en plus près à mesure qu'il descendait l'escalier invisible. Les pieds du grand être. Et soudain, la limite de rompre fut atteinte. Les yeux écarquillés, les lèvres ouvertes, Morgana Rothschild se leva d'un bond. « Je l'entends !» s'écria-t-elle. « Je l'entends !»« Il arrive !» cria Sarojini Angels. « Oui, il arrive, je l'entends !» Fifi Bragdlog et Tom Kawaguchi simultanément se dressèrent. « Oh, oh, oh !» fit Johanna, en témoignage inarticulé. « Il arrive !» hurla Jim Botanovski. Le président se pencha en avant et d'un frôlement de sa main déchaîna un délire de cymbales et de cuivre, une fièvre de martèlement de tam-tam. « Oh, il arrive !» vociféra Clara d'Etterling. « Aïe !
et ce fut comme si on lui coupait la gorge. Sentant qu'il était temps qu'il fît quelque chose, Bernard se mit debout d'un bond, lui aussi, et cria « Je l'entends, il arrive !» Mais ce n'était pas vrai. Il n'entendait rien, et pour lui, il n'arrivait personne. Personne, malgré la musique, malgré la surexcitation croissante. Mais il agita les bras, il cria avec tous les autres, et quand les autres se mirent à se trémousser, à taper des pieds et à marcher en les traînant, il se trémoussa et traîna les pieds lui aussi. Ils firent le tour de la pièce, procession circulaire de danseurs, chacun d'eux posant les mains sur les hanches du danseur précédent. Le firent et le refirent, criant à l'unisson, tapant des pieds au rythme de la musique, en marchant, en battant vigoureusement la mesure de leurs mains sur les fesses qui étaient devant eux. 12 paires de mains frappant comme une seule, 12 fesses résonnant visqueusement. 12 en un, 12 en un. Je l'entends qui arrive. La musique s'accéléra. Les pieds tapèrent plus vite, encore plus vite, s'abattirent sur les mains rythmiques. Et tout à coup, une puissante voix synthétique de basse tonitruait les paroles qui annonçaient la fusion consommée et l'accomplissement final de la solidarité, la venue de 12 en un, l'incarnation du grand être. « Orginet, Porginet » chanta-t-elle, tandis que les tam-tams continuaient à marteler leur tambourinement fébrile. « Orginet, Porginet, Ford, Flonflon et Folie, que filles à baiser en un, toutes soient unies. Garçons, ne faites qu'un avec les filles en paix. Orginet, Porginet, vous rendra satisfait. » Orginet, Porginet. Les danseurs reprirent le refrain liturgique. Orginet, Porginet, Ford, Flonflon et Folie, que filles à baiser. Et tandis qu'ils chantaient, les lumières se mirent à baisser lentement, à baisser et en même temps à devenir plus chaudes, plus ardentes, plus rouges, si bien qu'enfin ils se trouvèrent danser dans la pénombre cramoisie du dépôt des embryons. Orginet, Porginet. Dans leur obscurité fétale et couleur de sang, les danseurs continuaient quelque temps à circuler, à battre sans fin le rythme infatigable. Orginet, Porginet. Puis la ronde chancela, se rompit, se désagrégeant partiellement sur les canapés disposés en rond, cercle entourant un autre cercle autour de la table et de ses chaises planétaires. Orginet, Porginet. Tendrement, la voix profonde roucoulait et chantonnait. Dans la pénombre rouge, on eût dit qu'une énorme colombe nègre planait, bienfaisante, sur les danseurs à présent étendus, à plat ventre ou sur le dos. Ils étaient debout sur le toit. Big Henry venait de chanter 11 coups. La nuit était calme et tiède. « N'est-ce pas que c'était épatant ?» dit Fifi Bradlaugh. « C'était tout bonnement épatant, n'est-ce pas ?» Elle regarda Bernard avec une expression de ravissement, mais d'un ravissement dans lequel il n'y avait nulle trace d'agitation ou de surexcitation, car être surexcité, c'est encore être insatisfait. Son extase était celle, toute calme, de la perfection accomplie, la paix, non point de la simple satiété et du néant, mais de la vie équilibrée, des énergies au repos et se contrebalançant. Une paix riche et vivante. Car l'office de solidarité avait donné autant qu'il avait pris, il n'avait vidé partiellement que pour remplir. Elle était comblée, elle était rendue parfaite, elle était encore plus que simplement elle-même. « Vous n'avez pas trouvé cela épatant ?» insista-t-elle, dirigeant sur le visage de Bernard ses yeux brillants d'un éclat surnaturel. « Si, j'ai trouvé cela épatant, » dit-il en mentant, et il détourna les yeux. La vue de ce visage transfiguré était tout à la fois une accusation et un rappel ironique de ce qui le séparait des autres. Il se sentait aussi misérablement isolé à présent qu'il l'avait été au début de l'office, plus isolé en raison du vide qui chez lui n'avait été comblé en raison de sa satiété inexaucée. À part, inaccordé, tandis que les autres se fondaient dans le grand être, seul jusque dans l'embrasement de Morgana, bien plus seul, en vérité, que désespérément lui-même, qui ne l'avait jamais été de sa vie.
Il était sorti de cette pénombre rouge pour revenir à l'éclat vulgaire de l'électricité, avec un sentiment du moi intensifié, au point de lui faire souffrir le martyre. Il était misérablement, totalement malheureux, et peut-être les yeux luisants de Fifi étaient son accusateur, peut-être était-ce sa faute. Tout à fait épatant, répéta-t-il. Mais la seule chose à laquelle il put penser, c'était le sourcil de Morgana. Chapitre 6. Bizarre, bizarre, bizarre. Tel était le jugement de Lénina sur Bernard Marx. Tellement bizarre en vérité qu'au cours des semaines qui se succédèrent, elle s'était demandé plus d'une fois si elle ne ferait pas bien de changer d'avis au sujet de ses vacances au Nouveau-Mexique et d'aller plutôt au pôle Nord avec Benito Hoover. Ce qu'il y avait de gênant, c'est qu'elle connaissait le pôle Nord, y étant allée l'été dernier, seulement avec George Hetzel, et qui plus est, ayant trouvé le séjour plutôt désagréable. Rien pour s'occuper, et l'hôtel, chose désolante, véritablement par trop démodé. Pas de télévision installée dans les chambres, pas d'orgue à parfum, rien que la musique synthétique la plus infecte, et pas plus de 25 cours de paume escalator pour plus de 200 pensionnaires. Non, bien certainement, elle ne pouvait pas affronter de nouveau le pôle Nord. En outre, elle n'était pas encore allée une fois en Amérique. Et encore, d'une façon combien insuffisante. Un week-end économique à New York. Est-ce avec Jean-Jacques à Bilbula ou avec Bokanowski-Jones? Elle ne s'en souvenait plus. Au surplus, cela n'avait absolument aucune importance. L'idée de s'envoler de nouveau vers l'ouest, et pour toute une semaine, était fort alléchante. De plus, il passerait au moins 3 jours sur les 7 dans la réserve à sauvages. Il n'était pas plus d'une demi-douzaine, dans tout le centre, à avoir jamais pénétré à l'intérieur d'une réserve à sauvages. En sa qualité de psychologue alpha+, Bernard était l'un des rares hommes de sa connaissance qui eussent droit à une autorisation. Pour Lénina, l'occasion était unique. Et pourtant, la bizarrerie de Bernard était tellement unique elle aussi, qu'elle avait hésité à s'en saisir, qu'elle avait bel et bien songé à courir de nouveau la chance du pôle avec ce brave Benito, si amusant. Benito était normal au moins, tandis que Bernard... C'est l'alcool dans son pseudo-sein. Telle était l'explication que donnait Fanny de chacune de ses excentricités. Mais Henri, avec qui, un soir qu'ils étaient ensemble au lit, Lénina avait, non sans un peu d'inquiétude, discuté le caractère de son nouvel amant. Henri avait comparé le pauvre Bernard à un rhinocéros. « On ne peut pas apprendre des tours à un rhinocéros », avait-il expliqué dans son style bref et vigoureux. « Il y a des gens qui sont presque des rhinocéros. Ils ne réagissent pas convenablement au conditionnement. Les pauvres diables. Bernard en est un. Heureusement pour lui, il est assez compétent dans sa partie. Sans cela, le directeur ne l'aurait certes pas gardé. Cependant, ajouta-t-il d'un ton consolateur, je crois qu'il est assez inoffensif. Assez inoffensif, peut-être, mais également assez inquiétant. Cette manie, en premier lieu, de faire les choses dans l'intimité, ce qui revenait en pratique à ne rien faire du tout. Car qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intimité? À part bien entendu se mettre au lit, mais cela, on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, quoi donc? Bien peu de choses. Le premier après-midi qu'elles étaient sorties ensemble, il avait fait particulièrement beau. Lénina avait proposé une partie de natation au Torquay Country Club, suivi d'un dîner à l'Oxford Union. Mais Bernard pensait qu'il y avait une foule excessive. Eh bien alors, si l'on faisait un tour de golf électromagnétique à Saint-Andrews? Mais il avait refusé de nouveau. Bernard considérait que le golf électromagnétique était un gaspillage de temps. « Mais à quoi sert-il alors, le temps ?» demanda Lénina, non sans étonnement. « Apparemment, à faire des promenades dans la région des lacs. Car c'est là ce qu'il proposait à présent. Atterrir au sommet du skido et faire une marche de 2 heures parmi la bruyère. Tout seul avec vous, Lénina. »« Mais Bernard, nous serons seuls toute la nuit. » Bernard rougit et détourna son regard. « Je voulais dire, seul pour causer, » marmonna-t-il. « Pour causer? Mais de quoi donc ?» Marcher et causer,
Cela lui semblait une manière bien bizarre de passer l'après-midi. En fin de compte, elle le persuada, bien contre son gré, de voler jusqu'à Amsterdam pour voir les quarts de finale du championnat féminin de lutte poids lourd. Dans une foule, bougonna-t-il, comme d'habitude. Il demeura obstinément renfrogné tout l'après-midi. Il refusa de parler aux amis de Lénina, qu'ils rencontrèrent par douzaines au bar où l'on débitait des glaces au soma dans les intervalles des luttes. Et en dépit de son état d'esprit misérable, il refusa absolument de prendre le sundae à la framboise à la dose d'un demi-gramme qu'elle le pressait d'avaler. « Je préfère être moi-même, dit-il, moi-même et désagréable, et non un autre, quelque gai soit-il. »« Un grammaton vous rend content, dit Lénina, lui servant une perle brillante de sagesse, enseignée pendant le sommeil. Bernard repoussa impatiemment le verre qu'elle lui offrait. « Ne vous mettez pas en colère, voyons, dit-elle. Souvenez-vous, avec un centicube, guérit 10 sentiments. Oh, pour l'amour de Ford, taisez-vous, cria-t-il. Lénina haussa les épaules. Un gramme vaut toujours mieux que le zut qu'on clame, dit-elle avec dignité, pour conclure. Et elle but elle-même le sundae. Au cours de la traversée de retour de la Manche, Bernard voulut absolument arrêter son propulseur et demeurer suspendu au moyen des hélices d'hélicoptère à moins de 30 mètres des vagues. Le temps s'était mis au vilain. Un vent de surcroît s'était levé, le ciel était nuageux. « Regardez !» commanda-t-il. « Mais c'est affreux, dit Lénina, s'écartant avec horreur de la fenêtre. Elle était terrifiée par le vide envahissant de la nuit, par les flots noirs écumants qui se soulevaient au-dessous d'eux, par le disque pâle de la lune, si hagard et tourmenté, parmi les nuages qui se pressaient. « Faisons marcher la TSF, vite !» Elle tendit la main pour atteindre le bouton à cadran sur le tablier de bord et le tourna au hasard. « Cieux sont purs de dents et mûrs !» chantèrent en trémolo 16 voix de fausset. « Le temps est la douceur même !» Puis un hoquet et le silence. Bernard avait coupé le courant. « Je désire contempler la mer en paix, dit-il. On ne peut même pas regarder si l'on a continuellement ce sale bruit dans les oreilles. Mais c'est délicieux. Et puis, je ne désire pas regarder, moi. Mais moi, oui, insista-t-il. Cela me donne la sensation... Il hésita, cherchant les mots pour s'exprimer. La sensation d'être davantage moi, si vous comprenez ce que je veux dire. D'agir davantage par moi-même, et non pas si complètement comme une partie d'autre chose. De n'être pas simplement une cellule du corps social. Cela ne vous donne pas cette sensation-là, Lénina ? Mais Lénina était en larmes. C'est affreux, répétait-elle continuellement. Et comment pouvez-vous parler comme cela de votre désir de ne pas être une partie du corps social ? Nous ne pouvons nous passer de personne. Les epsilon même. Oui, je sais, dit Bernard d'un ton railleur. Même les epsilon sont utiles. Moi aussi. Et j'aimerais diantrement mieux ne servir de rien. Lénina fut scandalisée de son blasphème. « Bernard !» protesta-t-elle d'une voix ahurie et affligée. « Comment pouvez-vous parler ainsi ?» D'un ton différent. « Comment je le peux ?» répéta-t-il méditativement. « Non, le véritable problème, c'est celui-ci. Comment se fait-il que je ne puisse pas, ou plutôt, car après tout, je sais fort bien pourquoi je ne peux pas. Qu'est-ce que j'éprouverais si je le pouvais, si j'étais libre, si je n'étais pas asservie par mon conditionnement ? Voyons, Bernard, vous dites les choses les plus épouvantables. Vous n'avez pas le désir d'être libre, Lénina ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis libre. Libre de me payer du bon temps, le meilleur qu'il soit. Tout le monde est heureux à présent. Il se mit à rire. Oui, tout le monde est heureux à présent. Nous commençons à servir cela aux enfants à 5 ans. Mais n'éprouvez-vous pas le désir d'être libre de quelque autre manière, Lénina ? D'une manière qui vous soit propre, par exemple, pas à la manière de tous les autres. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répéta-t-elle. Puis se tournant vers lui. Oh, rentrons, Bernard, supplia-t-elle, comme je déteste d'être ici. Vous n'aimez pas être avec moi ? Mais certainement, Bernard, c'est cet affreux endroit.
Il me semblait que nous serions plus ensemble, ici, sans rien d'autre que la mer et la lune, plus ensemble que dans la foule, ou même que chez moi. Vous ne comprenez pas cela? Je ne comprends rien, dit-elle avec décision, déterminée à conserver intacte son incompréhension. Rien, et ce que je comprends encore moins de tout, continua-t-elle sur un autre ton, c'est pourquoi vous ne prenez pas de soma quand il vous vient de vos idées épouvantables. Vous les oublieriez totalement, et au lieu de vous sentir misérable, vous seriez plein de gaieté. Oui, tellement plein de gaieté, répéta-t-elle, et elle sourit, malgré toute l'inquiétude intriguée qui luisait dans ses yeux, d'un air qu'elle entendait chargé de cajoleries aguichantes et voluptueuses. Il la contempla en silence, le visage très grave, et refusant de s'accorder à son humeur, il fixa sur elle un regard intense. Au bout de quelques secondes, les yeux de Lénina cessèrent de soutenir ce regard. Elle émit un petit rire nerveux, s'efforça de trouver quelque chose à dire, et n'y réussit pas. Le silence se prolongea. Lorsque Bernard parla enfin, ce fut d'un filet de voix plein de lassitude. « Eh bien, c'est entendu, dit-il. Nous allons rentrer. » Et appuyant vigoureusement sur l'accélérateur, il envoya son appareil d'un bond vers le ciel. À 1300 mètres, il mit l'hélice en marche. Ils volèrent en silence pendant 1 minute ou 2. Puis tout à coup, Bernard se mit à rire. Un peu drôlement, songea Lénina. Mais enfin, c'était un rire. « Ça va mieux ?» se hasarda-t-elle à demander. Pour toute réponse, il lâcha d'une main ses manettes et lui passant un bras autour du corps, se mit à lui caresser les seins. « Fort soit loué, se dit-elle, il est redevenu normal. » Une demi-heure plus tard, ils étaient rentrés chez Bernard. Il avala d'une gorgée 4 comprimés de soma, fit marcher la TSF et la télévision, et commença à se déshabiller. « Eh bien, demanda Lénina, d'un ton plein d'expièglerie significative, lorsqu'ils se revinrent le lendemain après-midi sur le toit. « Trouvez-vous qu'on se soit bien amusé hier ?» Bernard acquiesça d'un signe de tête. Ils montèrent dans l'avion. Une petite secousse, et les voilà partis. « Tout le monde me dit que je suis extrêmement pneumatique, » dit Lénina d'un ton de réflexion, se tapotant les jambes. « Extrêmement. » Mais il y avait une expression de douleur dans les yeux de Bernard. « Comme de la viande, songea-t-il. » Elle leva les yeux avec une certaine inquiétude. « Mais vous ne me trouvez pas trop potelé, dites ?» Il secoua la tête en dénégation, comme une égale quantité de viande. « Vous me trouvez bien ?» Nouveau signe de tête affirmatif. « À tout point de vue ?»« Parfaite, dit-il à haute voix. Et intérieurement, c'est ainsi qu'elle se considère elle-même. Cela lui est égal d'être de la viande. Lénina eut un sourire de triomphe, mais sa satisfaction était prématurée. Malgré tout, reprit-il, après une petite pause, j'en suis encore à désirer que cela se fût terminé autrement. Autrement? Il y avait donc d'autres manières de terminer? J'aurais voulu que cela ne se terminât pas par le coucher, spécifia-t-il. Lénina fut étonnée. Pas tout de suite, pas le premier jour. Mais alors quoi? Il se mit à lui servir un tas d'absurdités incompréhensibles et dangereuses. Lénina fit de son mieux pour y rester sourde, spirituellement parlant. Mais à chaque instant, un fragment de phrase réussissait à force d'insistance à devenir perceptible. Pour essayer l'effet produit par la répression de mes impulsions, lui entendit-elle dire. Ces paroles semblèrent déclencher un ressort dans son esprit. « Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui, » dit-elle gravement. 200 répétitions, 2 fois par semaine, 14 à 16 ans et demi, fit-il pour tout commentaire. Il continuait à divaguer, à servir ses propos insensés et pernicieux. « Je veux savoir ce que c'est que la passion, » lui entendit-elle dire. « Je veux ressentir quelque chose avec violence. » Dès que l'individu ressent, la communauté est sur un sol glissant, déclara Lénina. Eh bien, pourquoi son sol ne glisserait-il pas un peu? Bernard! Mais Bernard ne fut nullement déconcerté. Intellectuellement et pendant les heures de travail, reprit-il, des bébés en ce qui concerne le sentiment et le désir.
Notre Ford aimait les bébés. Sans tenir compte de son interruption. L'idée m'est venue subitement l'autre jour, continua Bernard, qu'il pourrait bien être possible d'être adulte tout le temps. Je ne comprends pas, Lénina parlait d'un ton ferme. Je le sais bien, et voilà pourquoi nous sommes allés coucher ensemble hier, comme des gosses, au lieu d'attendre d'être des adultes, et d'attendre. Mais c'était amusant, insista Lénina, n'est-ce pas? Oh, amusant au possible, répondit-il, mais d'une voix si désolée, avec une expression si profondément misérable, que Lénina sentit soudain s'évaporer tout son triomphe. Peut-être l'avait-elle trouvé trop potelé, malgré tout. Je vous l'avais bien dit, se contenta de répondre Fanny, quand Lénina vint lui faire ses confidences. C'est l'alcool qu'on a mis dans son pseudo-sang. N'empêche, insista Lénina, il me plaît vraiment. Il a de si jolies mains. Et cette manière qu'il a de remuer les épaules, cela m'attire vers lui. Elle soupira. Mais je voudrais bien qu'il ne fût pas si bizarre. S'arrêtant un instant devant la porte du bureau du directeur, Bernard fit une inspiration profonde et tendit les épaules, se bandant pour faire face à l'animosité et à la désapprobation qu'il était certain de trouver à l'intérieur. Il frappa et entra. « Une autorisation que je vous demande de viser, monsieur le directeur, » dit-il d'un ton aussi détaché que possible, et il posa le papier sur le bureau. Le directeur lui lança un regard aigri, mais le papier était à l'entête du bureau de l'administrateur mondial, et la signature de Mustapha Meunier, franche et noire, s'étalait au bas de la page. Tout était parfaitement en règle. Le directeur n'avait pas le choix. Il apposa au crayon son paraphe, 2 pâles petites lettres, couchées humblement aux pieds de Mustapha Meunier. Et il était sur le point de rendre le papier sans un mot de commentaire ou d'aphorbate bienveillant, lorsque son regard fut attiré par quelque chose d'écrit dans le texte de l'autorisation. « Pour la réserve du Nouveau-Mexique » dit-il, et le ton de sa voix, le visage qu'il leva vers Bernard, exprimèrent une espèce d'étonnement agité. Surpris de sa surprise, Bernard fit un signe de tête affirmatif. Il y eut un silence. Le directeur s'adossa en arrière sur sa chaise, fronçant les sourcils. « Il y a combien de temps de cela ?» fit-il, parlant plutôt à lui-même qu'à Bernard. « 20 ans, je suppose 25 plutôt ? Je devais avoir votre âge. » Il soupira et hocha la tête. Bernard se sentit extrêmement gêné. Un homme aussi respectueux des conventions, aussi scrupuleusement correct que le directeur, allait commettre un manquement si grossier de l'éthique. Cela lui donnait le désir de se cacher la figure, de quitter la pièce en courant. Non pas que, personnellement, il trouvât quelque chose d'intrinsèquement répréhensible dans le fait qu'on parlât du passé lointain. C'était là un de ces préjugés hypnopédiques dont, s'imaginait-il, il s'était complètement débarrassé. Ce qui l'intimidait, c'est qu'il savait que le directeur désapprouvait cela, que, la désapprouvant, il avait été néanmoins entraîné à faire la chose défendue. Par quelle contrainte intérieure ? Bernard écouta avec une curiosité avide qui perçait au travers de sa gêne. « J'ai eu la même idée que vous, » disait le directeur. « Je voulais voir les sauvages. J'obtins une autorisation pour le Nouveau-Mexique, et j'y allais pour mes vacances d'été, avec la jeune fille que j'avais à ce moment-là. C'était une bête à moins, et je crois bien... » Elle ferma les yeux. « Je crois bien qu'elle avait les cheveux jaunes. En tout cas, elle était pneumatique, particulièrement pneumatique. Cela, je m'en souviens. Nous allâmes donc là-bas, nous observâmes les sauvages, et nous nous promenâmes à cheval et tout le reste. Et puis, c'était à peu près le dernier jour de mon congé. Et puis, eh bien, elle se perdit. Nous avions escaladé à cheval une de ces sales montagnes. Il faisait affreusement chaud et lourd, et après le déjeuner, nous nous endormîmes. Ou du moins, moi, je m'endormis. Elle dut faire un petit tour, toute seule. Quoi qu'il en soit, quand je me réveillai, elle n'était pas là. Et l'orage le plus épouvantable que j'ai jamais vu se mit alors à déferler sur nous. Il plut à torrents, il tonna, il y eut des éclairs, et les chevaux brisèrent leurs longes et s'enfuirent. Je tombai en essayant de les rattraper, je me fis mal aux genoux,
au point de ne plus pouvoir marcher qu'à grand-peine. Néanmoins, je cherchais partout, je criais, je fouillais les environs. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Alors je pensais qu'elle avait dû retourner toute seule à l'hôtellerie. Aussi me traînai-je jusque dans la vallée, le long du chemin par lequel nous étions venus. Mon genou était atrocement douloureux, et j'avais perdu mon soma. Il me fallut plusieurs heures. Je ne parvins à l'hôtellerie qu'après minuit. Et elle n'y était pas. Elle n'y était pas, répéta le directeur. Il y eut un silence. Eh bien, reprit-il enfin, le lendemain on fit des recherches. Mais nous ne réussîmes pas à la retrouver. Elle avait dû tomber quelque part dans un ravin, ou être dévorée par un lion de montagne. Ford le sait. Quoi qu'il en soit, ce fut horrible. Cela me bouleversa sur le moment. Plus qu'il n'était de mise, sans doute. Parce que, après tout, c'est un accident d'un genre tel qu'il aurait pu en arriver à n'importe qui. Et bien entendu, le corps social persiste, bien que les cellules composantes puissent changer. Mais cette consolation, enseignée pendant le sommeil, ne parut être bien efficace. Hochant la tête, j'en rêve encore, parfois, positivement, reprit le directeur d'une voix plus faible. Je rêve que je suis éveillé par ce fracas de tonnerre et que je m'aperçois qu'elle n'est plus là. Je rêve que je me mets à sa recherche sous les arbres. Je cherche partout. Il retomba dans le silence du souvenir. Cela a dû vous donner un coup terrible, dit Bernard, presque avec envie. Au son de sa voix, le directeur eut conscience, dans un sursaut, de l'endroit où il se trouvait. Il lança un regard à Bernard, et détournant les yeux, rougit avec mauvaise humeur. Il le regarda de nouveau, brusquement soupçonneux, et d'un ton irrité, à cheval sur sa dignité. « Ne vous imaginez pas, dit-il, que j'entretenais avec cette jeune fille des relations inavouables. Rien d'émotif, rien qui ne se prolongeât indéfiniment. Tout était parfaitement sain et normal. » Il tendit à Bernard son autorisation. « Je ne sais vraiment pas pourquoi je vous ai rasé avec cette anecdote triviale. » Plein de ressentiment contre lui-même d'avoir dévoilé un secret déshonorant, il passa sa colère sur Bernard. Le regard de ses yeux était franchement malveillant à présent. « Et je désire profiter de cette occasion, monsieur Marx, reprit-il, pour vous dire que je ne suis pas du tout satisfait des rapports que je reçois sur votre conduite en dehors des heures de travail. Vous direz sans doute que cela ne me regarde pas, mais cela me regarde bel et bien. Je dois me préoccuper du bon renom du centre. Il faut que mes collaborateurs soient au-dessus de tout soupçon, et tout particulièrement ceux des castes supérieures. Les alphas sont conditionnés de telle sorte qu'ils ne sont pas obligatoirement infantiles dans leur conduite émotive. Mais c'est là une raison de plus pour qu'ils fassent tout spécialement les efforts voulus pour se conformer à la normale. Il est de leur devoir d'être infantiles, fût-ce contraire à leur penchant. Ainsi donc, monsieur Marx, je vous avertis loyalement. » La voix du directeur était vibrante d'une indignation qui était à présent devenue entièrement vertueuse et impersonnelle, qui était l'expression de la désapprobation de la société elle-même. « Il me revint de nouveau que vous avez manqué aux règles normales des convenances en ce qui concerne le décorum infantile. Je demanderai votre transfert à un sous-centre, de préférence en Islande. Je vous salue. » Et se retournant sur sa chaise pivotante, il reprit sa plume et se mit à écrire. « Ça lui apprendra, se dit-il. » Mais il se trompait, car Bernard sortit du bureau la tête haute, plein d'orgueil triomphant, tandis qu'il claquait la porte, derrière lui, à la pensée qu'il faisait front, tout seul, contre l'ordre des choses. Exalté de la conscience grisante de sa signification et de son importance personnelle. Il n'était pas jusqu'à l'idée même de la persécution qui ne le laissa pas impavide, qu'il n'agit plutôt comme un tonique que comme un déprimant. Il se sentait assez fort pour faire face aux calamités et pour en triompher, assez fort pour affronter même l'Islande. Et cette confiance était d'autant plus vigoureuse qu'il ne croyait pas, à la vérité, un seul instant qu'il aurait à affronter quoi que ce fût. On ne transférait pas les gens, en somme, pour des motifs de ce genre. L'Islande était une simple menace.
une menace fort stimulante et vivifiante. Marchant le long du couloir, il s'enhardit au point de siffler. C'est un compte-rendu héroïque qu'il fit ce soir-là de son entrevue avec le DIC. Sur quoi, c'est ainsi qu'il se terminait, je lui dis tout bonnement d'aller se faire, au passé sans fond, et je sortis la tête haute. Et voilà. Il dirigea sur Helmholtz Watson un regard chargé d'attente, espérant la récompense de sympathie, d'encouragement, d'admiration qui lui était due. Mais nul mot ne vint, Helmholtz resta assis en silence, les yeux fixés au sol. Il aimait beaucoup Bernard. Il lui était reconnaissant d'être le seul homme de sa connaissance avec lequel il pût causer des sujets qu'il sentait être importants. Néanmoins, il y avait chez Bernard des choses qu'il détestait. Cette vantardise, par exemple, et les éclats avec lesquels elle alternait, d'un apitoiement sur lui-même qui manquait véritablement de dignité. Et cette habitude déplorable qu'il avait d'être hardi après coup, et tout plein, à distance, de la plus extraordinaire présence d'esprit. Il détestait ces choses-là, précisément parce qu'il aimait Bernard. Les secondes passèrent. Helmholtz continua à fixer les yeux au sol. Et soudain, Bernard rougit et détourna son regard. Le voyage s'effectua absolument sans incident. La fusée bleue du Pacifique arriva à la Nouvelle-Orléans avec 2 minutes et demie de retard, perdit 4 minutes dans une tornade au-dessus du Texas, mais rencontra un courant aérien favorable à la longitude de 95 degrés ouest et put atterrir à Santa Fe avec moins de 40 secondes de retard sur l'heure de l'horaire. 40 secondes sur un vol de 6h30, ce n'est pas si mal, concéda Lénina. Ils couchèrent cette nuit-là à Santa Fe. L'hôtel était excellent, infiniment supérieur, par exemple, à cet affreux Ora Bora Palace dans lequel Lénina avait tant souffert l'été précédent. L'air liquide, la télévision, le vibromassage par le vide, la TSF, la caféine en solution bouillante, les préservatifs chauds et les parfums de 8 espèces différentes étaient installés dans toutes les chambres. L'appareil à musique synthétique était en fonctionnement au moment où ils pénétrèrent dans le hall et ne laissait rien à désirer. Un avis affiché dans l'ascenseur annonçait qu'il y avait à l'hôtel 60 cours de paume escalator et qu'on pouvait jouer dans le parc au golf obstacle et au golf électromagnétique. « Mais cela me paraît tout bonnement délicieux !» s'écria Lénina. « J'en arriverais presque à souhaiter que nous puissions rester ici. 60 cours de paume escalator !»« Il n'y en aura pas dans la réserve, » lui dit Bernard en avertissement. « Et pas de parfum, pas de télévision, pas même d'eau chaude. Si vous croyez ne pas pouvoir le supporter, restez ici jusqu'à mon retour. » Lénina en fut toute froissée. « Bien sûr que je peux le supporter. Si j'ai dit que c'était délicieux ici, c'est seulement... Mon Ford, parce que le progrès est en fait une chose délicieuse, n'est-ce pas ? 500 répétitions, une fois par semaine, de 13 à 17 ans, dit Bernard avec lassitude, comme s'il se parlait à lui-même. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que le progrès est une chose délicieuse. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans la réserve, à moins que vous n'en ayez réellement envie. Mais j'en ai réellement envie. C'est bien, alors, dit Bernard. Et c'était presque une menace. Leur autorisation devait être signée par le conservateur de la réserve, au bureau duquel ils se présentèrent dûment le lendemain matin. Un huissier nègre Epsilon Plus prit la carte de Bernard et on les fit rentrer presque immédiatement. Le conservateur était un alpha-moins, brachycéphale et blond, petit, rouge, au visage tout rond, large d'épaules, avec une forte voix retentissante, fort bien adaptée à l'émission du savoir hypnopédique. C'était une mine de renseignements sans suite et de bons conseils gratuits. Une fois lancé, il continuait, d'une façon tonnante. 570 000 km², divisés en 4 sous-réserves distinctes, dont chacune est entourée d'une clôture en treillage métallique à haute tension. À ce moment, et sans raison apparente, Bernard se souvint subitement qu'il avait laissé grand ouvert et courant à flot le robinet d'eau de Cologne de la salle de bain. Parcouru par du courant provenant de la station hydroélectrique du Grand Canyon.
Ça me coûtera une fortune d'ici que je sois rentré. Bernard voyait en esprit l'aiguille du compteur à parfum avancer tour après tour sur le cadran, comme une fourmi infatigablement. Téléphoner d'urgence à Helmholtz Watson. Plus de 500 km de clôture, entrayage à 60 000 volts. Vraiment, dit poliment Lénina, ne sachant pas le moins du monde ce qu'avait dit le conservateur, mais modelant le ton de sa réplique sur la pose dramatique de son interlocuteur. Quand le conservateur s'était mis à disserter de sa voix tonnante, elle avait discrètement avalé un demi-gramme de soma, ce qui avait eu pour résultat de lui permettre maintenant de rester là, assise, en toute sérénité, n'écoutant pas, ne pensant absolument à rien, mais fixant ses grands yeux bleus sur le conservateur avec une expression d'attention profonde. « Toucher la clôture, c'est la mort instantanée, » déclara solennellement le conservateur. « Il n'y a pas moyen de s'évader d'une réserve sauvage. » Le mot « évader » était évocateur. « Peut-être, dit Bernard, se levant à demi, faudrait-il songer à partir ?» La petite aiguille noire trottait, tel un insecte, grignotant le temps, se creusant à coups de dents une route à travers son argent. « Pas moyen de s'évader, » répéta le conservateur, le faisant rasseoir d'un geste de la main. Et comme l'autorisation n'était pas encore contresignée, Bernard ne put faire autrement que d'obéir. « Ceux qui naissent dans la réserve, et ne perdez pas de vue, ma chère demoiselle, ajouta-t-il, dirigeant sur Lénina une œillade obscène, et parlant avec un chuchotement inconvenant, ne perdez pas de vue que dans la réserve, les enfants naissent encore. Oui, ils y naissent, effectivement. Quelque révoltant que cela puisse paraître. Il espérait que cette allusion à un sujet honteux ferait rougir Lénina, mais elle se contenta d'acquiescer un sourire où l'intelligence était simulée et de dire « Vraiment ?» Déçu, le conservateur reprit. « Ceux, je le répète, qui naissent dans la réserve, sont destinés à y mourir. » Destinés à mourir. Un décilitre d'eau de Cologne par minute. 6 litres à l'heure. Peut-être, hasarda de nouveau Bernard, faudrait-il... Se penchant en avant, le conservateur frappa la table de son index. « Vous me demandez combien il y a de gens qui vivent dans la réserve ? Et je réponds triomphalement. Je réponds que je n'en sais rien. Nous ne pouvons que hasarder un chiffre. » « Vraiment ? » ?»« Oui, vraiment, ma chère demoiselle. » « 6 fois 24. Non, 6 fois 36. Ce serait plus près de la vérité. » Bernard était pâle et tremblant d'impatience. Mais l'exposé tonitruant continua. « Environ 60 000 Indiens et métis, absolument sauvages. Nos inspecteurs visitent de temps en temps. À part cela, aucune communication, quelle qu'elle soit, avec le monde civilisé. Conservent leurs habitudes et leurs coutumes répugnantes. Le mariage, si vous savez ce que cela veut dire, ma chère demoiselle. La famille. Pas de conditionnement. Des superstitions monstrueuses. Le christianisme, l'autotémisme et le culte des ancêtres. Des langues éteintes, comme le zuni, l'espagnol, l'atapascan. Des pumas, des porcs-épics et d'autres animaux féroces. Des maladies contagieuses, des prêtres, des lézards venimeux. Vraiment ? Ils parvinrent enfin à se dépêtrer. Bernard se précipita au téléphone. Vite, vite ! Mais il lui fallut près de 3 minutes pour obtenir la communication avec Helmholtz Watson. On se croirait déjà chez les sauvages, se plaignait-il. Quelle sacrée pagaille ! Prenez un gramme de soma, proposa Lénina. Il refusa, préférant sa colère. Et enfin, fort de soi loué, il obtint sa communication, et oui, c'était Helmholtz. Helmholtz, à qui il expliqua ce qui était arrivé, et qui promit d'aller chez lui immédiatement, et de fermer le robinet, oui, immédiatement, mais qui profita de cette occasion pour lui rapporter ce que le DIC avait dit en public la veille au soir. « Hein ? Il cherche quelqu'un pour me remplacer ?» La voix de Bernard trahissait une souffrance atroce. Ainsi donc, c'était vraiment décidé. A-t-il précisé que c'était l'Islande ? Vous dites que oui ? Ford, l'Islande ? Il raccrocha le récepteur et se tourna de nouveau vers Lénina. Son visage avait pâli,
Il avait une expression totalement abattue. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Ce qu'il y a ?» Il se laissa tomber lourdement sur une chaise. « Il y a qu'on va m'expédier en Islande. » Souvent, par le passé, il s'était demandé ce qu'il éprouverait s'il était soumis, sans soma, et sans pouvoir compter sur autre chose que ses propres ressources intérieures, à quelque grande épreuve, à quelque douleur, à quelque persécution. Il avait même désiré ardemment en être frappé. Voilà seulement 8 jours, dans le bureau du directeur, il s'était vu, résistant courageusement, acceptant stoïquement, sans un mot, la souffrance. Les menaces du directeur l'avaient véritablement exalté, lui avaient donné la sensation d'être plus grand que nature. Mais cela, il s'en rendait compte à présent. C'est parce qu'il n'avait pas pris les menaces bien au sérieux. Il n'avait pas cru que, le moment décisif venu, le DIC ferait jamais quoi que ce fût. À présent, il semblait que les menaces dussent réellement être mises à exécution. Bernard fut atterré. De ce stoïcisme imaginé, de ce courage théorique, il ne subsistait nulle trace. Il pesta contre lui-même. Quel imbécile il avait été. Contre le directeur, comme il avait été injuste de ne pas lui donner cette dernière chance de se rattraper, cette dernière chance dont il n'éprouvait à présent le moindre doute à ce sujet, il avait toujours eu l'intention de se saisir. Et l'Islande, l'Islande. Lénina hocha la tête. Fut et serait, ce n'est pas gai, cita-t-elle. 1 gramme et puis plus rien que suis. En fin de compte, elle le persuada d'avaler 4 comprimés de soma. Au bout de 5 minutes, les racines et les fruits étaient abolis. La fleur du présent s'épanouissait, toute rose. Un message apporté par l'huissier annonça que, suivant les ordres du conservateur, un garde de la réserve s'était mis à leur disposition avec un avion et les attendait sur le toit. Un octavon, en uniforme vert gamma, les salua et se mit en devoir de réciter le programme de la matinée. Une vue à vol d'oiseau de 10 à 12 des principaux pueblos, puis un atterrissage pour déjeuner dans la salle de Malpais. L'hôtellerie y était confortable, et là-haut, dans le pueblo, les sauvages seraient probablement en train de célébrer leur fête de l'été. Il serait le meilleur endroit pour passer la nuit. Ils prirent place dans l'avion et se mirent en route. 10 minutes plus tard, ils franchissaient la frontière qui sépare la civilisation de l'état sauvage. Par monts et par vaux, à travers les déserts de sel ou de sable, coupant les forêts, descendant aux profondeurs violettes des canyons, franchissant précipices, pics et plateaux de mesa, la clôture courait, irrésistiblement et en ligne droite, symbole géométrique du dessin humain triomphant. Et à son pied, çà et là, une mosaïque d'ossements blanchis, une carcasse non encore pourrie, sombre sur le sol fauve, marquait l'endroit où cerfs, taureaux, pumas, porcs-épics ou coyotes, ou bien les énormes balbuzards goulus, attirés par le relent de la charogne et foudroyés, on eût dit par une justice poétique, s'étaient approchés trop près des fils métalliques destructeurs. « Ils n'apprennent jamais !» dit le pilote à l'uniforme vert, désignant les squelettes sur le sol au-dessous d'eux. « Ils n'apprendront jamais !» ajouta-t-il, et il eut un rire, comme s'il avait en quelque sorte mis à son actif un triomphe personnel sur les animaux électrocutés. Bernard se mit également à rire. Après 2 grammes de soma, la plaisanterie paraissait bonne, sans qu'il sût pourquoi. Il se mit à rire, puis presque immédiatement, il s'endormit. Et c'est tout endormi qu'il fut transporté, survolant Tao et Tézuk, Mambé, Picuri et Pojoac, Sia et Cochiti, survolant Laguna, Acoma et la Mesa enchantée, Zuni et Cibola et Oyo Caliente, se réveillant enfin pour s'apercevoir que l'appareil s'était posé à terre, que Lénina, chargée des valises, se dirigeait vers une petite maison carrée, et que l'octavon vert gamma causait incompréhensiblement avec un jeune indien. Malpais, expliqua le pilote, tandis que Bernard descendait à terre. Voici l'hôtellerie, et il y a danse cet après-midi, au Pueblo. Il vous y mènera. Il désigna du doigt le jeune sauvage à l'air sombre.
Ça doit être drôle. Il partit d'un rire grimaçant. Tout ce qu'ils font est drôle. Sur quoi il regrimpa dans l'avion et mit en marche les moteurs. Je reviendrai demain. Et souvenez-vous bien, ajouta-t-il d'un ton rassurant pour Lénina, qu'ils sont parfaitement inoffensifs. Les sauvages ne vous feront pas de mal. Ils ont suffisamment d'expérience des bombes à gaz pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils fassent de blagues. Riant toujours, il embraya les hélices d'hélicoptère et s'en fut. Merci d'avoir écouté les chapitres 5 et 6 du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley sur Classique en lecture. Vous trouverez les chapitres suivants sur la playlist Livre audio. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.